Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement dans l'hydrogène. Que veut dire investir dans l'hydrogène en 2022 et surtout comment se positionner sur cette thématique? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre-Étienne Franc, CEO de Hy24 et CEO et cofondateur de 5T Hydrogène. Bonjour Pierre-Étienne Franc. Hy24 et 5T Hydrogène, j'ai envie de dire deux acteurs qui permettent d'investir finalement sur cette thématique hydrogène. On a également autour de la table, donc dans Smart Patrimoine pour en parler, Vafa Hamadi, membre du comité de direction et directeur de la gestion action thématique chez CPRM. Bonjour Vafa Hamadi. CPRM qui se positionne également sur ces thématiques hydrogène. Vous nous en parlerez dans un instant. On va peut-être commencer avec vous, Pierre-Étienne Franc. Investir sur le sujet hydrogène revient à considérer qu'il existe une industrie de l'hydrogène aujourd'hui suffisamment grande pour demander des investissements et créer une activité économique derrière. On a l'impression que ce sujet est sur le devant de la table depuis 2 ans, depuis le plan France 2030 d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est plus ancien que ça? Et quelle est l'industrie aujourd'hui de l'hydrogène, Pierre-Étienne? L'hydrogène, c'est une molécule qui existe depuis toujours, qui est là depuis l'origine des temps, oui. La plus abondante, la plus légère, la plus énergétique au monde. C'est une industrie qui existe aujourd'hui essentiellement pour fabriquer de l'hydrogène pour alimenter les raffineries, pour alimenter les industries des fertilisants, des engrais. Et ça, c'est une industrie qui tourne assez naturellement avec des industriels classiques, des gaz industriels et pétroliers. Ce qui change, c'est qu'avec la transition énergétique, on veut essayer d'utiliser cette molécule qui est très particulière pour accompagner la transition et faire ce que l'électricité ne sait pas bien faire. D'accord. Donc, en quelque sorte, la transition énergétique, aujourd'hui, c'est faire de plus en plus d'énergie renouvelable, éventuellement conserver le nucléaire, et puis sortir du pétrole et du gaz. Bien sûr. Ouais. Mais ensuite, il faut, avec cette énergie, cette électricité, il faut décarboner les grands consommateurs d'énergie, c'est-à-dire les transports lourds, l'industrie lourde et le chauffage résidentiel. La batterie électrique permet de le faire pour des voitures particulières. Et ça existe déjà aujourd'hui pour le coup. Et ça se développe très fortement. Mais dès qu'on commence à vouloir transporter de manière beaucoup plus intensive des passagers sur de longues distances ou des paquets, quand on est dans la logistique lourde, alors on n'a pas assez de place avec une batterie, on n'a pas assez d'autonomie et on a besoin de passer à un autre système. L'autre système, c'est de l'hydrogène. Mais alors, ça fonctionne comment? Ça veut dire que c'est de l'hydrogène qui va remplacer le carburant en quelque sorte? Alors, en l'occurrence, l'hydrogène permet de se substituer au pétrole ou au gaz dans un certain nombre d'endroits où j'ai besoin d'une densité énergétique très forte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fabrique de l'hydrogène. Alors, pour ça, c'est une énergie secondaire. Donc, je casse une molécule d'eau ou je casse une molécule d'hydrocarbures. D'accord. Je garde le CO2 pour ne pas l'émettre parce que sinon, ça ne sert à rien. Et cet hydrogène, ensuite, je le recombine avec l'air dans une pile pour faire de l'électricité. Et donc, avec ça, j'alimente un taxi, un camion, un train, peut-être après-demain des avions. Et surtout, je vais aussi remplacer cet hydrogène. Je peux essentiellement sous forme gazeuse quand je l'utilise aujourd'hui. L'énergie de l'hydrogène sous forme gazeuse est très 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 performante et je peux remplacer du gaz naturel, je peux remplacer du pétrole. Donc quand je regarde le bilan énergétique d'un continent comme l'Europe, qui est aujourd'hui dans une crise majeure. Bien sûr, et où les sujets d'indépendance énergétique et de transition énergétique sont sur le devant de... Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je dois sortir du pétrole et du gaz. Bon, le pétrole, ça sert à quoi? Ça sert essentiellement au transport et un peu à la chimie. Et le gaz, ça sert au résidentiel, à l'électricité et un peu à la chimie. Donc, toute la partie transport lourd, industrie lourde, je ne vais pas arriver à la remplacer par de l'électricité pure. Il me faut de l'hydrogène. Donc, c'est pour ça que la Commission européenne, par exemple, a annoncé il y a quelques semaines, en pleine crise ukrainienne, qu'il allait y avoir un certain nombre de plans sobriété, diversification des approvisionnements de gaz naturel, mais aussi multiplication par 4 des besoins d'importation d'hydrogène ou de fabrication d'hydrogène de façon à décarboner tous ces secteurs aval, sinon je n'en sortirai pas. Et alors justement, ça amène 2 questions. La première, c'est qu'effectivement, quand on parle d'énergie hydrogène, ou en tout cas d'utilisation de l'hydrogène, c'est très souvent relié au transport. Donc première question, est-ce que c'est la seule industrie qui va se voir transformer avec l'hydrogène? Et deuxième question, sur ce sujet d'indépendance énergétique au niveau européen, on a l'impression que ce qui est beaucoup mis en avant aujourd'hui, c'est le sujet du nucléaire ou des énergies renouvelables. Alors j'imagine que quand on parle d'énergie renouvelable, on intègre l'hydrogène, mais cette solution est finalement pas la plus mise en avant. Quel est le frein à son développement aujourd'hui? En fait, alors, première question. En gros, la moitié des besoins futurs de l'hydrogène va servir plutôt à décarboner les transports lourds et l'autre moitié va servir à décarboner les besoins industriels qui sont soit déjà utilisés
qui sont déjà approvisionnés par de l'hydrogène, mais fait à base de gaz naturel. Donc, toujours, donc il faut changer l'origine finalement de l'hydrogène utilisé. De l'énergie propre pour le faire, donc renouvelable ou nucléaire. Et deuxièmement, pour décarboner des procédés qui utilisent du gaz ou du pétrole et pour lequel il n'y a pas d'autre solution. Alors, on en parle peu, oui et non, ça dépend de quel angle, sous quel angle. C'est vrai que le premier sujet, c'est d'abord de diversifier les approvisionnements de gaz naturel et puis ensuite de trouver d'autres sources d'énergie renouvelable. Mais très vite, on bute sur le fait que l'Europe n'a pas assez de place pour faire toute seule toute l'énergie renouvelable dont elle a besoin. D'accord. Ouais. Même en rajoutant de taille de territoire, tout simplement. Juste en rajoutant même le offshore, on n'y arrive pas. On a besoin d'aller en chercher ailleurs. Et comment est-ce qu'on fait pour transporter cette énergie renouvelable qui a des gisements considérables dans des pays plus lointains, où il y a des espaces vierges très importants, pas de demande locale et un potentiel de vent ou de solaire très fort? Eh bien, il faut la transformer. Donc je prends cette énergie renouvelable, je fais l'électricité avec, je casse une molécule d'eau avec, je fais de l'hydrogène, et ensuite je la transporte sous différents vecteurs. Et ce que je cherche à transporter, c'est cette énergie dans un vecteur riche en énergie qui est l'hydrogène. Et c'est pour ça que l'hydrogène arrive en deuxième temps. D'accord, c'est pour ça que ça ne fait pas partie du sujet actuellement, parce que c'est le moyen d'utiliser finalement l'énergie qu'on aura créée. Alors, ça fait partie du sujet quand même, parce que quand la Commission européenne dit je vais passer... Aujourd'hui, l'Europe... Oui, bien sûr, ça fait partie du sujet. Quand la Commission européenne dit je passe de 5 millions de tonnes en plus d'hydrogène vert à 20 millions de tonnes, les besoins en équipement d'électrolyse, de distribution, de transport, d'infrastructures, de distribution de stations-service pour les transports, de conversion des grands sites sidérurgiques ou de certains sites de cimenterie, de pâte à papier et autres, sont gigantesques. On parle de centaines de milliards d'euros. Et on parle de ça sur les 10-15 ans à venir. Donc en fait, on est sur un sujet qui est gigantesque, mais qui est au sein d'un sujet lui-même gigantesque, qui est la transition énergétique. Un autre élément pour voir l'importance de l'hydrogène, c'est il y a eu une étude qui avait été faite par Goldman Sachs qui montre que plus la consommation d'hydrogène vert augmente, plus cela montre que la transition énergétique est en marche. D'accord. C'est-à-dire que si on a réussi au niveau mondial à passer sous les 2 degrés en 2050, alors on aura besoin de 500 à 600 millions de tonnes d'hydrogène. Si on a réussi seulement en 2070, donc on a décalé, on n'aura besoin que de 200 millions de tonnes d'hydrogène. Ça veut dire qu'on n'aura pas été au bout de tout le travail de conversion de nos industries et de nos procédés à l'hydrogène pour arriver à faire cette transition. Parce que sans l'hydrogène, on n'arrive pas à boucler la boucle complète. C'est ça l'enjeu. Alors, si je comprends bien, une transition énergétique ne peut pas se passer de l'hydrogène. Vafa Amadi, c'est donc un sujet d'investissement. D'ailleurs, on a vu un certain nombre d'IPO sur les marchés financiers il y a quelques années. Maintenant, je pense à HRS ou à McPhy Energy ou à HDF, des entreprises qui sont introduites en bourse. Il y a eu une demande massive ou une souscription massive d'un certain nombre d'investisseurs particuliers et ou professionnels. Alors là, on était sur des transformateurs, j'ai envie de dire, donc des créateurs d'hydrogène, ou alors des solutions qui allaient permettre d'approvisionner en hydrogène. Est-ce que c'est le moyen le plus direct, effectivement, de se positionner sur cette thématique d'investissement? Mais si j'entends ce que nous dit Pierre-Étienne France, et si toute une industrie se transforme, finalement, la thématique d'investissement est beaucoup plus large que simplement des producteurs d'hydrogène. Absolument. D'ailleurs, l'hydrogène, en tant que vecteur d'investissement, cette fois-ci, existe, parce que c'est un écosystème industriel qui est d'ores et déjà très important en termes de taille, et qui est en pleine transformation, en pleine accélération, mais qui existe. D'ailleurs, le fonds, absolument. D'ailleurs, le fonds que nous avons lancé, CPR Invest Hydrogène, il y a à peu près 5 mois, consiste à investir dans l'ensemble de l'écosystème hydrogène, de l'amont en aval. D'ailleurs, l'écosystème que nous avons défini en étroite collaboration avec Pierre-Étienne, puisque vous avez besoin évidemment des sources d'énergie. C'est ce qui a été dit, donc ça va de l'amont. Puis ce à quoi vous venez de faire allusion, c'est-à-dire les composants, les électrolyseurs, les équipementiers. C'est ce que j'allais dire, les équipementiers, les piles à combustible, etc., qu'on appelle les enablers en anglais. Donc qui permettent de transformer l'énergie première en hydrogène. Exactement. Et puis vous avez dans un troisième temps tout ce qui est production, stockage, transport, l'infrastructure dont on a parlé, et puis à la fin, les utilisateurs. D'accord. Et dans les utilisateurs, vous avez mentionné les voitures. Oui, nous avons des Toyota qui utilisent d'ores et déjà, ne serait-ce qu'à travers la flotte parisienne, hype que l'on connaît, les taxis parisiens, de l'hydrogène, mais on ne le sait pas. Toyota est l'un des premiers producteurs de piles à combustible au monde, c'est-à-dire les moteurs, si je puis dire, qui utilisent l'hydrogène. Donc c'est une industrie qui existe, qui est en pleine accélération et qui répond surtout à un besoin impérieux qui est l'économie net zéro. Si on veut arriver à décarboner l'économie d'ici 2050
notamment sur les industries qui sont très difficiles à décarboner. On a parlé de l'acier, de l'aluminium, etc. Il faut passer par ça. Donc effectivement, si on regarde ça comme thématique d'investissement, on investit dans des voitures, potentiellement, dans des voitures pas directement, mais en tout cas dans une industrie automobile. Oui, mais en tant que vraiment une partie. Une partie. Et là, quand vous nous parlez d'acier et d'aluminium, ça veut dire qu'on va également pouvoir, en bout de chaîne, investir dans des entreprises industrielles qui utilisent l'hydrogène. D'accord. Absolument. C'est toute la chaîne de valeur qui bascule. Toutes les industries qui ont des procédés très intensifs en énergie vont devoir les convertir avec des énergies propres. Donc soit vont prendre de l'énergie renouvelable, soit de l'hydrogène, soit des dérivés de l'hydrogène. Donc le pétrole, les utilities, les applications industrielles de la sidérurgie, du ciment, de la pâte à papier, le raffinage, la chimie, tout ça va être confronté à la problématique hydrogène. Et puis au milieu, vous avez tous ceux qui transforment, donc qui fabriquent de l'hydrogène, qui le transportent, qui le liquéfient, qui le compriment, etc. Donc c'est un écosystème extrêmement large. Il ne faut pas le réduire à la voiture parce qu'en plus, aujourd'hui, la voiture, c'est beaucoup la batterie. Donc l'hydrogène va venir, mais il va venir en complément. Il va plutôt aller chercher les camions, les bus, les trains, etc. Mais ce qui ne veut pas dire que d'ailleurs Toyota, Hyundai, tous ces gens-là regardent des applications de piles à combustible pour tous ces usages et pas uniquement pour la voiture. Donc on ne le réduit pas à la voiture, effectivement. Bon, je vous poserai peut-être la question sur l'avion, parce qu'il y a eu beaucoup de... Oui, l'avion, beaucoup de gens sourient sur l'avion. Mais la densité énergétique de l'hydrogène sous forme liquide, qui est une molécule qui se refroidit à très très basse température, est équivalente à celle du kérosène qu'on met dans un avion. Le sujet, c'est le volume. D'arriver à faire des avions qui sont du fait un peu plus gros. Pour emporter plus d'hydrogène avec eux. D'accord. Mais moi, je crois qu'Airbus est extrêmement sérieux sur ce sujet. Hein. Donc, on ne va pas faire tous les avions à l'hydrogène. Mais on va faire des avions avec des biocarburants ou avec des e-fuels. Et les e-fuels, c'est de nouveau de l'hydrogène que je recombine avec du carbone. Donc, dans tous les cas, si vous voulez, l'hydrogène est l'étalon de la progression de la transition énergétique. Et alors justement, Vafa m'a dit, quand on parle de stratégie d'investissement, donc si je comprends bien, il y a déjà des industries qui existent qui utilisent l'hydrogène, donc en fait on n'est pas sur une thématique d'investissement qui doit faire ses preuves. D'accord, on est dans la réalité aujourd'hui. On est dans la réalité aujourd'hui, voilà. Et toute la difficulté pour nous était de définir l'écosystème de l'hydrogène, c'est ce qui a été fait, et de pouvoir l'offrir à l'ensemble des investisseurs. Et c'est ce que nous avons fait, et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'au-delà de l'économie zéro carbone vers laquelle on voudrait tendre d'ici 2050, c'est qu'il fallait donner une solution d'investissement vraiment pérenne et solide et robuste aux investisseurs. D'ailleurs, aujourd'hui, le fonds hydrogène a une volatilité, parce que ça a de l'importance, une volatilité inférieure aux grands indices boursiers. Et en termes de valorisation, puisqu'on a parlé des valorisations complètement fantaisistes à un moment donné, notamment sur des valeurs à très forte croissance dans le domaine de l'hydrogène, nous avons une valorisation de ce fonds qui est inférieure à celle d'un indice comme MSCI World ACWI. Donc il fallait vraiment donner corps à cette idée de manière assez pérenne, assez robuste. Donc si je reprends mes exemples de départ, alors je ne sais pas si vous investissez dessus ou pas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas des petites valeurs, des small caps qui se lancent à fond sur ce sujet de l'hydrogène, il faut regarder ça de près quand même quand on est investisseur. Écoutez, on regarde ça de près parce que évidemment ça participe à l'écosystème. Nous avons d'ailleurs dévolu une partie du fonds à des introductions. Évidemment pas dans des proportions très importantes parce qu'il y a des questions de volatilité, de valorisation, mais nous devons de les suivre parce que effectivement c'est là que les idées prennent vraiment forme et deviennent des fleurons du lendemain. Voilà. Donc évidemment que oui. Alors ça, c'est pour la partie marché boursier. Pierre-Étienne Franc, il nous reste un peu plus d'une minute. Il y a d'autres manières d'investir également sur l'hydrogène. Et peut-être, alors là, plus en private equity, oui, c'est pas forcément ouvert au grand public, mais c'est une solution qui existe également. En tout cas, c'est un moyen de montrer que tout ça est sous-tendu par une dynamique réelle productive de création d'assets. Et donc effectivement, ce que nous avons au sein de i24, qui est une société commune entre 5T et le groupe Ardian, bien sûr, bien connu, asset manager bien connu en France, en Europe et dans le monde, c'est un fonds d'infrastructure qui est en train d'investir sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, donc de production, transport, distribution, application, qui a déjà levé près d'1,5 milliard auprès d'industriels et de financiers, et qui va déployer ça sur les 15 ans à venir, pour mettre en place les infrastructures dont on vient de parler depuis un quart d'heure. Voilà.
Bon, donc si je comprends bien, quand on investit dans l'hydrogène, on investit dans l'économie, tout On simplement. investit dans le futur. On investit dans le futur, ça marche. Merci beaucoup Pierre-Étienne Frans, CEO de i24 et CEO et cofondateur de 5T Hydrogène. Merci Vafa Hamadi, membre du comité de direction et directeur de la gestion action thématique chez CPRAM. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.